Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui est Suicide Squad, il est sorti le 3 août 2016 et il est réalisé par David Ayer. Je l'ai vu en cinéma en version originale sous-titrée français et en italien. En Italie. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ça fait un moment que je voulais parler de Suicide Squad et je repoussais sans arrêt l'enregistrement parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film et je pensais que j'aurais jamais le temps. Et finalement, je me suis fait une raison. Je vais enregistrer cette critique en plusieurs fois. Donc si vous avez des légers changements de son et de ton, veuillez m'en excuser. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu complet, que ce soit un peu synthétique, plus synthétique que d'habitude, mais on va dire qu'on ne sente pas trop les moments, les jours qui auront passé entre chaque partie de l'analyse. Mais d'ores et déjà, je m'en excuse si ça vous procure un petit désagrément auditif. Quoi qu'il en soit, je vais déjà commencer par expliquer un peu comment je vais procéder. Parce que je ne vais pas seulement analyser Suicide Squad tout seul, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de l'aborder à l'aune d'un autre film qui a tenté quelque chose de similaire et qui, à mon sens, y est parvenu. Là où, à mon avis, Suicide Squad n'y est pas arrivé. Mais je vais m'expliquer. Cet autre film, c'est Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, qui est donc sorti en 2014. Je vais d'abord faire une petite introduction pour expliquer pourquoi je compare ces deux films. Dans les deux cas, on essaie de faire passer des méchants pour des héros. Et l'objectif du film, c'est pas seulement de faire passer les méchants pour les héros, c'est d'y arriver. C'est de faire en sorte que des gens, on va dire, pas seulement des marginaux, parce que des marginaux, c'est simplement des gens exclus par la société. Mais eux, c'est pas seulement des marginaux, c'est aussi des criminels, soit à un moment donné amenés dans les émotions du spectateur à devenir mieux que ça, à servir le bien commun, à sortir en général d'une certaine forme d'égoïsme, et à, entre guillemets, devenir héroïque d'une certaine manière. L'enjeu de ces deux films, c'est donc à un moment de ce type de film plutôt, c'est donc à un moment de rendre les tueurs, les criminels du groupe sympathiques, avec cet avantage que quand en général un personnage est méchant, vu qu'il sort des codes moraux, il a un petit côté badass qui est sympathique, il peut se permettre de faire ce qu'un héros entre guillemets plus straight ne ferait pas, et ça les rend aussi imprévisibles parce qu'ils sont méchants. À un moment donné, un méchant, un criminel aura une manière de penser les choses qui sera un peu décalée par rapport aux héros, on va dire, qui respectent les règles, ainsi de suite, un peu à la Batman ou encore mieux à la Superman. Déjà là, j'espère que je me suis bien exprimé, il s'agit donc de transformer des méchants en héros, mais héros un petit peu badass, un petit peu imprévisibles, parce que justement leur nature de méchant permet ça dans la narration, et c'est ce qui fait que ça fait des histoires en général marrantes à raconter, au pire des cas. Mais à cet endroit-là, déjà, il faut que je modère ce que je dis, parce que la comparaison n'est pas très juste. Dans Les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas réellement de grands criminels dans l'équipe. Star-Lord, Groot et j'ai oublié le nom du hérisson, mais bon, vous voyez de qui je... Rocket, c'est pas des assassins, c'est des criminels. Bon, ils font du vol, c'est même des bounty hunters, Rocket et Groot, donc je comprends pas pourquoi ils ont spécialement fait des séjours en prison visiblement, mais bon, peut-être pour trouble à l'ordre public, je crois pas que ça aille beaucoup plus loin que ça. Donc c'est déjà pas des criminels au niveau des criminels, on va dire, de Suicide Squad. Et en plus de ça, les deux assassins du groupe, c'est-à-dire Gamora et Drax, c'est un peu biaisé. Gamora, elle est assassin, mais dès le début de l'histoire, très rapidement, on comprend qu'elle l'est contre son gré. Elle le fait un peu pour... elle attend le bon moment de se rebeller, de s'échapper visiblement de sa prison, où elle a été depuis qu'elle est gamine. Donc... c'est quelqu'un qui ne voulait pas visiblement de nature être un assassin et qu'il est devenu un peu par obligation pour survivre. Et de l'autre côté, en plus elle a plein de principes moraux, Gamora, qu'on voit pendant tout le film. C'est presque la plus chevaleresque d'emblée d'entre toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Et Drax, de l'autre côté, effectivement c'est un assassin, mais il est vendu comme un être idiot, déjà, premièrement. Souvent on sent qu'il a recours à la violence parce qu'il est un peu bête. Et c'est un peu comme ça qu'il est montré dans l'histoire et défini. Hein. Une partie de sa personnalité, c'est d'être con. Et en plus,
Même quand il tue, c'est parce qu'en fait il est en colère, parce qu'il est blessé, parce que sa femme et son enfant ont été tués de manière hyper violente. C'est un peu une sorte de terroriste, si vous voulez, quoi. C'est le gars, il a subi une énorme injustice, un truc qu'on devrait pas vivre, et il a un peu pété un câble, quoi. Donc en fait, c'est pas un criminel de sang-froid, c'est pas un psychopathe en soi. Alors que dans Suicide Squad, c'est tous des assassins sans atténuation possible. Alors, Deadshot dans l'histoire est supposé être un assassin pour sa fille, entre guillemets, mais bon, dans l'histoire, rien ne laisse sous-entendre qu'il n'aime pas tuer des gens. Au contraire même, ça a l'air d'être son kiff de tirer et de flinguer des gens. Donc, je crois pas qu'on puisse parler d'une quelconque atténuation dans son cas. Harley Quinn, ça l'éclate de tuer des gens, elle est juste folle. Killer Croc, c'est un sanguinaire. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage Fuego, enfin vous voyez de qui je veux parler. C'est un sanguinaire, en plus il est possédé, quoi. Il est un peu jeté, et pendant toute une période de sa vie, il utilisait son pouvoir pour jouer le caïd. Donc c'était clairement un criminel endurci. Il essaye de se repentir au moment du film, et paradoxalement le film me fait retomber un peu là-dedans, jusqu'à une certaine forme d'héroïsme. Mais en attendant, à la base, c'est un criminel sanguinaire qui a buté énormément de gens et qui mérite d'être puni en soi, comme tous les membres de l'équipe d'ailleurs. Et Boomerang, c'est un traître, quoi. Grosso modo, on pourrait sortir du lot le personnage là qui s'accroche au mur, mais comme c'est un personnage, on peut même pas parler de personnage secondaire. Là, c'est un personnage de fonction ternaire. Je vais pas, je reviendrai là-dessus à un autre moment, parce que lui, franchement, ça ne met pas le coup de l'insérer dans l'équipe. Je comprends même pas pourquoi on nous l'a vendu sur les affiches et les différents trucs comme un membre de l'équipe, c'est ridicule, quoi. Il n'est pas sur toutes les affiches, mais il était sur certaines, donc bref, c'est un peu ridicule. Et on a aussi le Katana qui, elle, bien sûr, fait partie, entre guillemets, des gentils, qui serait a priori le seul personnage un tant soit peu moral. C'est un assassin, mais avec une sorte de code d'honneur, et elle sert ensuite les intérêts du gouvernement américain, donc elle n'est pas spécialement... c'est pas une psychopathe de base. Il y aurait quelque chose de noble chez elle. Mais ça fait pas beaucoup, 1 sur 6, 7. Toute l'équipe, sinon, c'est de vrais assassins. Et le pire de tout, c'est que même les chefs de l'équipe sont des assassins. Que ce soit le personnage joué par, je crois que c'est... j'ai oublié son nom, c'est Angela Davis, je crois, le nom de l'actrice, je suis plus certain. Bon, c'est leur chef, vous voyez, si vous avez vu le film ou les bandes annonces, c'est la fameuse Black qui chaperonne l'équipe du Suicide Squad. On comprend très vite dans l'histoire qu'elle, voilà, elle est presque pire qu'eux, puisqu'elle fait de la manipulation, elle flingue des gens de sang-froid, enfin bon, c'est vraiment quelqu'un d'assez formidable, hein, donc il n'y a rien à sauver chez la femme, chez elle. Et il y a le personnage joué par Joel Kinnaman, dont j'ai oublié le nom aussi, qui sous-entend à un moment donné que lui aussi il a fait des choses assez sales. Donc, aussi bien l'équipe encadrante que l'équipe, c'est tous grosso modo des assassins assez psychotiques, chacun à leur niveau. Je fais tout de suite une parenthèse sur Joel Kinnaman, qui vraiment est pas servi avec ce rôle dans ce film, parce que son personnage a une dimension, quoi, c'est consternant. Alors qu'en fait c'est un très bon acteur. Moi je l'ai trouvé vraiment très bien dans le remake de Robocop. Je ferai une vidéo sur Robocop et sur l'original. Je trouve que c'est des films dont on peut parler d'une comparaison vraiment intéressante sur le même principe. Bref, j'y reviendrai. Et si vous n'avez pas vu la saison 4 de House of Cards, il a un rôle dedans principal et il est excellent. Mais vraiment excellent. Donc je dis ça parce que dans ce film il n'est pas aidé, quoi. Je reviendrai là-dessus plus tard. Donc déjà, c'est une comparaison un peu biaisée que je fais, parce que dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est pas vraiment des criminels psychopathes comme dans la Suicide Squad. On peut pas comparer ça à ce point-là. Par contre, c'est des criminels, c'est même des losers, et Suicide Squad joue aussi ce côté loser, puisque voilà, quand le film commence, ils sont tous en prison, ils ont tous merdé, et ils n'ont pas spécialement envie d'y être. Donc il y a un côté comme ça, comme les Gardiens de la Galaxie, très vite dans l'histoire, ils vont tous en prison et qui sont obligés de s'en échapper. Je trouve le parallèle cohérent. Même s'ils sortent pas de la prison pour les mêmes raisons, et ainsi de suite. Je trouve que ça indique que c'est des types de personnages similaires. Ça m'amène au premier problème de Suicide Squad. Pour moi, c'est un film qui a essentiellement des problèmes, plutôt que des qualités. Mais je reviendrai probablement sur les quelques qualités de Suicide Squad à un moment donné.
Le problème c'est comment on fait pour s'attacher à des personnages qui sont réellement mauvais. Je veux dire, moi, d'a priori, quand on rentre dans le film, on nous présente chacun des personnages, de manière très laborieuse d'ailleurs, de la Suicide Squad, je parle. Mais à aucun moment, il y a cette possibilité de les rattraper moralement. C'est-à-dire qu'on est obligé de constater que ce sont des assassins psychopathes de A à Z. Il n'y a pas de nuance là-dessus. On les utilise pour aller faire une mission. Et ça, pour le coup, je dis, bon, imaginons, pourquoi pas le délire. Mais en attendant, une fois qu'ils partent pour la mission, on n'est toujours pas attaché à eux. Ça reste des clichés ou des gens qui sont juste mauvais. Donc, un des suspens du film, c'est pourquoi ces gens-là feraient-ils le bien. Le problème, c'est que le film a très très mal utilisé les outils qu'on peut utiliser pour transformer la perception d'un personnage méchant en quelque chose de plus nuancé. La première idée, c'est d'humaniser les personnages. Par exemple, dans Les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord est humanisé très tôt par le rapport à sa famille, à ses familles notamment. Je veux pas trop spoiler ni l'un ni l'autre des films, donc je vais essayer de faire au moins une partie sans spoil. Après, je pense qu'il y aura quelques spoils quand même, notamment sur Suicide Squad, notamment parce que toute la dernière partie du film est symptomatique du problème de ce film. Donc Star-Lord, il a un rapport à sa mère qui est très important, qui est développé dès le début du film. Par rapport aux Ravageurs avec qui il a grandi. Gamora, elle a aussi un rapport à la famille très fort. Drax, il a perdu sa femme et sa fille, donc encore une fois un rapport à la famille très fort. Donc et Groot et Rocket sont une famille. En fait, on le comprend très très vite, ils sont pas seulement liés par intérêt. Notamment par la nature du personnage qu'est Groot. Et ça fonctionne parce qu'on leur laisse le temps d'être humanisés, que le cliché de leurs histoires n'est pas ni forcé, ni vendu comme une sorte de mélodrame. C'est exactement ce qui se passe malheureusement dans Suicide Squad avec le personnage de Deadshot qui est interprété par Will Smith, mais je reviendrai là-dessus plus tard, sur le fait que ce soit Will Smith qui soit aussi important dans le film. Par une histoire, qu'il est proche de sa fille, et voilà, il tue pour elle, il veut simplement augmenter leur niveau de vie, et donc il tue, il se fait payer très très cher, bon, voilà. Déjà, au-delà du fait qu'un assassin international de ce niveau-là ne soit pas payé assez pour récupérer la garde de sa fille, légalement, en termes de fric, je peux l'entendre, parce qu'on doit se demander certainement d'où vient son argent, mais s'il arrive à cacher le fait qu'il est Deadshot, et que le seul capable de découvrir ça, c'est Batman, j'imagine que personne ne sait d'où vient son fric. Donc je vois pas comment, on n'entend pas parler de la mère de cette fille, mais je vois pas en quoi il serait irresponsable, lui, avec les moyens monstrueux qu'il doit avoir financièrement. Surtout qu'à la fin, on voit l'appartement où vit la petite fille, et je spoile pas, hein, mais bref, et enfin j'essaye de pas spoiler, et ça a pas l'air d'être le grand luxe, quoi. Lui, il est probable qu'il gagne énormément plus. Donc déjà, bon. Mais bon, ça c'est une parenthèse, imaginons. Imaginons que ça fonctionne et qu'il puisse pas effectivement avoir la garde de sa fille. Il n'y a pas d'ambiguïté morale chez Deadshot. Il n'y en a pas. Il se dit pas, je vais arrêter de tuer parce que c'est pas bien, comme sa fille finit par lui dire très tôt dans le film. Hein, donc je spoil rien, c'est vraiment au début. Il n'a pas changé d'état d'esprit à la fin du film. Clairement, il n'a pas changé d'état d'esprit. C'est un des trucs qui est impressionnant dans le film, c'est à quel point on va suivre un personnage qui finalement va rester le même. C'est très problématique ça. Si à un moment donné si on doit suivre un personnage dans un film, à un moment donné, il doit avoir progressé. Progresser, ça peut vouloir dire revenir sur les mêmes idées qu'il avait au début, mais le chemin qu'il aura parcouru nous amènera à voir ces idées légèrement différemment. Au moins ça, si ça doit être une boucle. Mais dans le cas du film, on n'a pas cette impression-là. Parce que c'est extrêmement cliché. Parce que tout est extrêmement poussif. Parce que c'est des dialogues qu'on a entendus des centaines de fois pour ce genre d'histoire. Le coup du papa qui a perdu la garde de son enfant parce qu'il fait des conneries, je veux dire, même dans Ant-Man, qui est un film qui se la pétait pas sur la question de l'écriture, ça tenait plus la route. C'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas bouleversant, mais au moins ça tenait plus la route. On comprenait que Ant-Man était un loser et que c'est pour ça que la vie de criminel, il n'avait pas absolument choisi le plus mauvais chemin en étant criminel. Bref, c'était cohérent. Ça avait une sorte de chair.
là vraiment, c'est un cliché de Will Smith movie avec un grand C. Ce qui fait que, à la comparaison, c'est terrible. Parce que les ambiguïtés morales rien que d'un personnage comme Gamora sont beaucoup plus présentes dans les Gardiens de la Galaxie et laissent de la place au personnage pour exister. C'est un cliché aussi, le cliché de l'assassin super bionique qui prend toutes les qualités de son éducation d'assassin, mais qui a réussi à garder une sorte de ligne morale comme ça, alors qu'elle a été élevée par des gros assassins. C'est très, très improbable, et c'est un cliché. Mais c'est souvent sur le jeu d'acteur et sur la mise en scène que ça va jouer. Et là, vraiment, c'est tellement du Will Smith movie, mais dans les Will Smith movies, tout simplement, Will Smith est jamais un assassin psychopathe. Et ça ne marche pas. Et sorti de Deadshot, aucun membre du Suicide Squad n'a de retour moral sur ce qu'il fait. C'est des psychopathes, basta. Si le film en faisait quelque chose, je serais pas en train de le critiquer. Le problème, c'est que le film en fait rien et qu'en plus, à la fin, il veut nous faire croire que c'est pas le cas. Qui plus est, dans Suicide Squad, on essaie d'utiliser un autre élément pour rendre les personnages, on va dire, attachants. C'est le principe... Non, c'est pas des principes. En fait, Suicide Squad utilise des gimmicks. L'un des premiers gimmicks du film, et tous ceux qui ont vu le film l'ont entendu, l'ont apprécié chacun différemment, mais ils n'ont pas pu passer au-dessus de ça, c'est l'utilisation de la musique comme un cliché visuel pour faire exister les personnages. Dans Suicide Squad, non, je vais plutôt commencer dans Les Gardiens de la Galaxie, la musique est pas moins importante. Il y a toute une BO années 80 qui est extrêmement présente, tout au long du film. Mais elle a un but précis. L'histoire des Gardiens de la Galaxie, c'est déjà pour identifier une période précise où le lien entre Star-Lord et sa mère a été fondamental et marqué par cette musique. Donc c'est une musique qui a un côté cliché, qui a un côté ringard, mais qui en termes émotionnels et en termes de rapport au personnage, non seulement est cohérente, mais donne tout le point de vue du film. Le point de vue dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est celui de Star-Lord, sur toute l'histoire. C'est parce que c'est sa musique qu'on l'entend à plein d'endroits. Et même quand il n'est pas clairement à l'écran, on entend ces musiques-là pour illustrer des séquences, illustrer des arrivées quelque part, illustrer des moments, mais on comprend que c'est systématiquement le point de vue de Star-Lord parce que c'est sa culture musicale. Et c'est tellement sa culture musicale, son point de vue imprègne tellement le film, qu'au bout d'un moment, cette musique contamine les autres personnages, littéralement, dans le film. Je pense par exemple au gardien de la prison, où il se trouve à un moment donné, qui commence à apprécier le Walkman de Star-Lord et qui écoute la musique et qui essaye même de voler le Walkman et de le garder pour lui. Ou alors les références de Gamora, qui à un moment donné, c'est beaucoup moins parlant dans la version française, mais qui dans la version originale, je m'explique rapidement, Star-Lord lui dit à un moment donné qu'un des grands héros de la Terre, c'est Kevin Bacon, en faisant référence au film Footloose. Et plus tard dans le film, ils font quelque chose d'héroïque, je spoile pas, et elle dit « Ah, ça y est, on est des Kevin Bacon maintenant ». Ça a l'air bête, mais c'est une manière très intelligente d'utiliser toute cette culture années 80, dont la musique est le plus gros morceau dans Les Gardiens de la Galaxie, mais qui est une manière très fine d'insister sur le fait que le point de vue est celui de Star-Lord. On peut critiquer beaucoup de choses dans Les Gardiens de la Galaxie, notamment sur l'utilisation de cette musique, qui peut avoir au bout d'un moment un côté, oui, très clipesque, et très, on va dire... c'est toujours un peu une facilité d'utiliser des musiques comme ça, et c'est toujours risqué. Mais je trouve qu'on ne peut pas attaquer la cohérence de la narration par rapport à ça, et tout le film tourne autour du trajet de Star-Lord, au final. Même si chacun des personnages des Gardiens de la Galaxie a le temps d'exister, même le méchant d'ailleurs, ce qui est une qualité, il n'empêche que le trajet de Star-Lord est ascendant et il se révèle à lui-même au fur et à mesure de l'histoire, passant du stade de loser criminel à celui non pas de héros, mais du guide de sa propre famille. C'est beaucoup plus important. À la fin, c'est pas devenu un héros Star-Lord en soi. Ils ont fait quelque chose d'héroïque. Mais c'est plus important qu'il ait reconstitué sa famille en franchissant vraiment le cap de son enfance. Ce qui est sous-entendu par la fin du film où les personnages commencent à se poser des questions morales frontalement à la caméra, tout simplement parce que c'était des gosses, quoi. On peut pas dire les choses autrement, mis à part plus ou moins Gamora. Dans Suicide Squad,
Le début est pas inintéressant. Grosso modo, chacun des personnages est présenté. On peut faire difficilement plus lourd comme forme que d'introduire un personnage après l'autre. Je pense que c'est une très très mauvaise idée, surtout quand on fait un film de super-héros. Vaut mieux éviter parce qu'on en a toujours 5 ou 6. Donc à un moment donné, faire 5 introductions ou 6 introductions, c'est juste mortel. Et ils font le coup quasiment 2 fois de suite, ce qui est incompréhensible. Bon bref, je reviendrai sur l'écriture après. Mais une des idées visuelles, on est quand même au cinéma, c'était d'associer une musique à un personnage. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ça peut être super sympa. Il y a des tas de films qui le font super bien. On peut se mater quasiment toute la filmographie, au moins jusqu'au début des années 2000 de Martin Scorsese et d'autres qui utilisent ça super bien. Donc ça peut être très très sympa et ça ancre un film dans une époque. Enfin, c'est toujours très très bon ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème surgit quand le film lui-même perd en cohérence en utilisant une musique, non plus pour symboliser ou incarner un personnage, ou un point de vue, comme je l'expliquais dans Les Gardiens de la Galaxie, donc le point de vue de Star-Lord, mais la musique, d'un seul coup, est utilisée pour illustrer une séquence. Il y a un exemple qui est dans la bande-annonce, c'est les membres de la Suicide Squad sont en train de se changer, on leur a amené leurs affaires. Ils étaient en tenue de prisonniers, donc on leur amène leurs affaires pour qu'ils se préparent à partir en mission. Et là, on a la fameuse musique de Eminem, je crois que c'était sur les super-héros, le thème, je suis plus certain. Bref. Et c'est une musique datée qui ne correspond en fait à aucun réellement des personnages et à tous en même temps, mais qui illustre plus l'idée que ce serait un gang. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce qu'arrivé à ce moment-là, on a déjà eu dans la BO, je pense, du film, 6 musiques extrêmement singulières, d'univers différents, très populaires. C'est très compliqué d'utiliser des musiques populaires sans que ça devienne cliché. Alors au bout de la 7e musique, autant dire qu'on est déjà au fond du gouffre. C'est pas que c'est pas agréable à regarder, c'est qu'au bout d'un moment, ça enlève toute... On peut pas mélanger toutes les musiques comme ça et espérer à un moment donné que la soupe prenne. On dirait presque qu'ils ont abandonné au moment du montage l'idée que les personnages allaient faire partie d'une équipe et qu'ils allaient plutôt exister en tant que clichés les uns collés aux autres. Ce qui fait qu'avec trop de musique, on noie la musique en fait. J'arrive pas à me souvenir, mais j'ai juste la musique d'Eminem en tête sur cette séquence-là. Alors peut-être que c'est bon signe parce que ça veut dire que ça symbolise bien l'équipe de la Suicide Squad, quoique, parce que c'est une musique quand même qui se moque beaucoup visiblement de l'équipe au point de la rendre ridicule, donc je sais pas si c'est une bonne chose que je me souvienne essentiellement de celle-là, mais c'est la seule qui m'est restée en tête, mais j'ai vraiment du mal à me souvenir des autres zik. J'ai pas passé un mauvais moment en écoutant ces zik que j'apprécie au demeurant, qui sont des musiques populaires certes, mais qui sont tout à fait sympas, qui ont un bon rythme, qui sont de l'image cinématographique, rajoutent de la valeur, mais elles sont tellement nombreuses qu'à un moment donné elles sont juste plus là. C'est très important. Je me souviens que quand je suis sorti des Gardiens de la Galaxie, j'avais 3-4 musiques en tête, parce qu'il n'y en a pas 100, quoi. Il n'y a pas 60 musiques, il y en a, allez, 5-6, mais elles sont bien choisies, bien découpées, et elles ont le temps d'exister. C'est pas juste des gimmicks pour introduire un personnage. Et ça, c'est terrible, parce que ça rend les Suicide Squad tout de suite, comment dire, cliché, carton-pâte. Il y a un côté comme ça... film popcorn, mais dans le très mauvais sens du terme. C'est-à-dire le film n'arrive pas à exister plus de 2 minutes de suite, quoi. Il a besoin de foutre une grosse zik pour nous réveiller, quoi. Qu'on connaît, on se dit ah bon bah là ça va, c'est un personnage que je vais apprécier parce que je reconnais la zik qui l'illustre. Mais c'est au bout de la 7e, encore une fois, c'est complètement décousu. Ça n'a plus aucune efficacité sur la durée du récit. Et ça s'ajoute en plus à des gimmicks visuels qui sont malheureusement pas consistants. Pour un personnage comme Harley Quinn, qui est plus ou moins le seul perso cohérent à l'image, avec sa batte, son flingue et ses acrobaties, qui sont un petit peu son sorte de gimmick, ses provocations hot et tout ça, elle a relativement un chemin dans le film qu'on peut considérer comme cohérent. Mais par exemple, Deadshot, qui est supposé être un sniper d'élite, on le voit une fois utiliser réellement ses talents de sniper. Même à la fin du film, il tire au pistolet. Enfin, je veux dire, il utilise son flingue, mais c'est pas là-dessus qu'on attend ce mec. Enfin, c'est comme si tu avais des personnages qui avaient des super pouvoirs. T'as Croc qui peut aller
dans l'eau, certes, mais il est super fort. C'est des personnages qui ont plein de qualités, les membres de la Suicide Squad différents, des pouvoirs différents, et en fait, compte, on utilise souvent leurs qualités de manière très limitée. Ça parle énormément du peu de place qu'on a donné réellement aux personnages dans l'histoire. C'est un vrai gang armé. L'élément le plus significatif de ça, c'est que donc ce personnage joué par Angela Davis, encore une fois je suis pas sûr du nom donc désolé, donc cette actrice serait que cette équipe elle est super forte et qu'en cas de problème on pourrait l'utiliser, je dis pas imaginons contre Superman. Bah je peux être d'accord sur le principe, mais à un moment donné ça veut dire qu'elle coordonne. Enfin moi je m'attends à ça. Ça me paraît logique qu'elle utilise les qualités de chacun au moment où ils le veulent. Et ils utilisent une méthode, je ne spoile pas dans le film, pour les garder sous contrôle, qui leur permettrait de leur demander de faire grosso modo ce qu'ils veulent. Mais non, ils se contentent d'avancer avec eux derrière eux, et puis ils se bastonnent, quoi. Alors, autant certains, c'est évident qu'ils vont bien se débrouiller en baston, au corps à corps, Killer Croc, elle est évidemment Deadshot, parce que bon, on va dire que voilà, il s'est tiré, il est très très efficace, bon, imaginons. Mais au corps à corps, je pense pas que ce soit un mec spécialement impressionnant. Ou Katana. Mais sinon, Harley Quinn, c'est pas sa grande qualité dans la BD d'être très forte au corps à corps. Alors on s'en fout, hein, j'ai fait une erreur, excusez-moi, je parle pas de l'adaptation BD. Le principe d'adaptation, je reviendrai plus tard dessus. Mais je veux dire, c'est pas évident qu'elle est supposée bastonner 15 gars en même temps, 15 mutants là, et leur péter la tronche. C'est même pas spécialement... Le film sous-entend qu'elle est pas spécialement comme ça, c'est plus une poule qui est avec le Joker et qui est avec le Joker parce qu'elle est complètement folle. Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on utilise réellement les qualités de ces personnages pour ce qu'elles sont? Bah, le film l'exploite pas, ou l'exploite tellement mal, ça arrive systématiquement au mauvais moment, ou alors ça a une place extrêmement accessoire. C'est-à-dire que tu sais faire du lance-flamme, on a besoin d'un lance-flamme. Tu sais nager sous l'eau sans respirer, bah vas-y nage. C'est avec un manque de tension globale qui fait qu'au final, on a l'impression que leur chef était plus bête qu'eux quand ils les ont pris dans l'équipe. Ils passent la première moitié du film à avancer comme un crew de gangsters et à bastonner quand il faut bastonner. Ou alors à avancer comme un groupe de soldats, puisqu'ils ont un groupe de soldats avec eux aussi, qui est géré par Joel Kinnaman, donc qui est supposé être l'équipe de tout le monde. C'est une vision très pauvre de l'utilisation de ces personnages-là. Et je trouve que, au-delà du fait que le film a peut-être un autre point de vue dessus et qu'il voulait vraiment en faire un crew, je sais pas, par exemple, je reviens sur ce que je disais avant, mais Captain Boomerang, il n'est pas supposé être extraordinaire au corps à corps, quoi. Et quand on utilise ses qualités à lui, c'est aussi très cliché. Donc, c'est constamment... L'histoire est constamment à bout de souffle concernant ses propres personnages. Parce que tout simplement, le trajet des personnages dans le film n'est pas clair du tout. Ou alors, il est simpliste. Et ça se voit. Ça se voit dès la première projection. J'ai pas parlé jusque-là du personnage d'Enchantress, d'ailleurs c'est vrai, effectivement, qui est un peu une victime dans l'histoire. Je passe l'état du pourquoi du comment, vous verrez dans le film. Mais j'en parle pas parce que... je veux pas spoiler, mais... On sait au début ce qu'il faut qu'il se passe, on nous dit que c'est pas possible, finalement ça arrive, et ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle, et c'est encore une fois un énorme cliché. C'est terrible de dire ça, parce qu'ils ont mis énormément de moyens techniques sur le personnage d'Enchantress, et surtout des créatures qu'il y a autour d'elle et tout ça. L'effet spéciaux de transformation est très très beau notamment, mais nom de Dieu, que de limites, je veux dire, sur ces personnages, et quel manque global de profondeur dans leur écriture. Gardien de la Galaxie, tous les personnages sont différents, viennent d'horizons différents, tous les membres de l'équipe que j'ai cités avant, et ils finissent par avoir les mêmes uniformes, ceux des Ravageurs, pour symboliser visuellement le fait qu'ils se sont unis, qu'ils vont faire corps. Et c'est juste après une scène de discussion. C'est un peu la même chose qui se passe dans Suicide Squad, c'est pour ça que j'aime bien parler de cet exemple-là. Je trouve que les Gardiens de la Galaxie, elle est même, entre guillemets, cliché, mais ils l'utilisent, je trouve, beaucoup mieux et de manière beaucoup plus sensible. C'est une fameuse scène de réunion, les personnages réussissent à faire corps enfin, et enfin, visuellement, ils font corps. Ils ont la même couleur de vêtements sur eux, ils ont le même type de design, ils font partie d'une équipe.
Et c'est possible et ça fonctionne parce que avant cette séquence, les personnages existaient par le dialogue et par leurs actions. Ils avaient des signes distinctifs très forts au fur et à mesure des séquences. Même dans les séquences où ils disaient rien, ils avaient une position, une manière de se tenir, une manière d'être qui faisait que ça affirmait sans arrêt qui ils étaient. Dans Suicide Squad, quand les personnages décident de faire équipe, ils changent rien visuellement. Il n'y a rien qui le marque plus. Il n'y a pas un plan iconique sur lequel ils sont d'un seul coup liés. Alors, on est d'accord, c'est le fameux cliché, on marche tous ensemble au ralenti et ce genre de bêtises. Suicide Squad ne fait pas ça. Mais j'ai envie de dire, d'accord, mais il remplace pas l'idée par quelque chose de mieux. C'est juste pas là. Et ça, c'est un signe, ce manque d'image iconique qui voudrait, et pourtant l'histoire veut nous faire croire qu'à un moment donné, ils finissent par faire corps tous ensemble, mais sans réellement le marquer visuellement. Alors je vais être encore plus dur et je vais spoiler un peu, mais grosso modo, ils se retrouvent enfin. Le seul élément visuel qui me reste en tête, c'est que au moment où ils arrivent à se lier les uns aux autres, c'est dans un bar, quoi. Mais pas un bar avec de la finesse, avec des éléments qui nous amèneraient à dire ah ok, ils ont trouvé un coin, ils arrivent à s'entendre, à célébrer quelque chose ensemble. Non, c'est juste un bar parce que c'est un bar. Et que les méchants vont dans des bars. Enfin, je peux pas m'empêcher de troller un peu, parce que c'est vide à un moment donné. Et ça parle du problème principal de Suicide Squad, qui est l'écriture. Je continue ma comparaison avec les Gardiens de la Galaxie. Donc, dans les Gardiens de la Galaxie, au début, les personnages sont opposés, clairement. Ils ont des objectifs plus ou moins similaires qui s'opposent, avec de légers décalages dans les différentes rencontres entre les personnages. C'est plus ou moins bien amené, c'est pas très fin, mais c'est plus ou moins bien amené. Ce qui fait que l'histoire principale du film est constamment lisible. C'est les rapports entre les différents membres des Gardiens de la Galaxie qui font l'histoire principale du film. Et le reste est secondaire, même si c'est plus important, même si le sort de la galaxie est en jeu. Chaque personnage et les rapports entre eux, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce film. Donc les personnages ont le temps d'exister à l'écran parce que c'est clair à l'écriture. Dans le scénario, c'était déjà présent. Et même les opposants les plus minoritaires du film ont le temps d'avoir de la personnalité. Je prends l'exemple de Nebula, la fameuse sœur ennemie de Gamora, qui est un personnage très secondaire dans l'histoire, mais qui a le temps d'avoir un rapport avec Gamora. Elle prend pas de l'image, elle ne fait pas perdre du temps à la narration en étant là. Dans Suicide Squad, déjà, il y a beaucoup trop de personnages principaux. Alors, j'ai déjà parlé de Deadshot avant, mais je creuserai après la problématique Will Smith, qui pour moi est un problème en soi de Suicide Squad. Il y a Deadshot, il y a Harley, qui sont grosso modo les deux personnages qui ont l'histoire la plus dense. Il y a la fameuse chef, là, jouée par Davis, et le personnage Joel Kinnaman, qui a donc une interaction importante avec le personnage d'Enchantress. Je ne spoile pas, c'est très tôt dans le film. Ça fait déjà l'équivalent de 5 personnages principaux à gérer. C'est pas grave, c'est comme par hasard le même nombre dans Les Gardiens de la Galaxie. On peut partir du principe que tous les autres membres de la Suicide Squad sont relativement secondaires. Puisque même Enchantress, au final, c'est le love interest de Joel Kinnaman et ça s'arrête là. Hein. On peut vraiment pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que le méchant du film est au final très générique. Aussi bien dans ses volontés que dans sa description dans le film. Hein. Et je parle même pas des personnages qui sont, je suis obligé de faire une parenthèse, des prétextes quoi. Le grimpeur là, le mec qui a... Oh là là, c'est ridicule quoi. Il arrive dans l'histoire, il met un coup de poing à une agent de la CIA et ensuite il meurt quoi. Mais la manière dont il meurt est tellement un ressort scénaristique pour que les autres personnages aient compris autre chose qui est vraiment, mais c'est ridicule. Je croyais pas qu'on pouvait encore oser faire ça dans un film de super-héros en 2016, avec autant de films intéressants, avec de nombreux super-héros qui sont sortis dernièrement. Ça c'est vraiment un truc parmi d'autres qui me met vraiment sur le cul. Quand ça a été écrit, qu'on est allé au tournage et qu'on a monté cette séquence, je me demande encore comment ils ont pu se dire « Tiens, on va la laisser parce que ça marche ». Ça me laisse complètement... Enfin, ça me reste... Je suis sur le cul. Franchement, c'est ridicule. Et du coup, on a
5 personnages qui devraient... Si ces 5 personnages sont les personnages principaux, leurs histoires devraient être liées de manière très intime. Ce n'est pas le cas du tout. Ils ont clairement tous des objectifs différents. Un des éléments qui permet à un moment donné à un scénario de tenir la route, c'est que ces 5 personnages aient des objectifs très différents, mais pour arriver à ces objectifs, ils devraient tous faire la même chose. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le personnage de Davis n'a pas besoin, la chef là, elle n'a pas besoin que la mission réussisse, elle sait déjà comment elle peut s'en tirer, tant pis, elle met sa carrière en jeu, mais c'est rien du tout quoi. C'est que dalle comme enjeu pour elle au départ. Ensuite, les 3 autres, Deadshot, Harley et puis le personnage de Joel Kinnaman, ont des intérêts personnels. Mais ces intérêts ne se croisent réellement jamais frontalement dans la narration. Ils sont les uns après les autres. J'avais déjà parlé de ça dans les vidéos sur les Jason Bourne, mais à un moment, croiser les tensions, c'est le signe... Si on arrive à croiser les tensions naturellement dans un scénario, c'est le signe que l'histoire commence à prendre corps. Si on doit laisser de la place à chaque intérêt de chaque personnage une séquence après l'autre, le film il est en train de se noyer. C'est aussi simple que ça. Ou alors tout simplement il n'a pas encore tout à fait pris cher. Cher dans le sens la chair. Hein. Parce que c'est un film qui prend cher, ça c'est quand même. Excusez-moi pour ce jeu de mots. Du coup on a vraiment systématiquement des grosses ficelles scénaristiques qui sont à la longue vraiment trop visibles et décevantes. Et décevantes parce que trop visibles. Donc le personnage du grimpeur bon, je passe les détails du comment il meurt, mais c'est gros, c'est amené par le personnage du Boomerang en plus qui est pas crédible 2 minutes, c'est le mec à qui tu ferais jamais confiance et il lui fait confiance. Si on fait mourir des personnages, à un moment donné il faut qu'ils existent quoi. Sinon on n'est pas impliqué, sinon on n'est pas touché. C'est juste un gimmick narratif pour expliquer un truc. En fait on a constamment l'impression de voir ce qu'on appelle des plot explanations, c'est-à-dire des explications de l'intrigue. Alors qu'on devrait vivre à un moment donné l'intrigue. Il faut des plot explanations. Il en faut, ça peut être complètement visuel. On peut expliquer des choses sans dialogue, hein, c'est pas un problème. D'ailleurs ça ferait beaucoup de bien à Hollywood d'arrêter de faire des explications parlées au début des films et des conclusions sans une parole entre guillemets un tant soit peu originale. Ce serait bien qu'ils inversent le truc, mais grosso modo ça pourrait donner des choses marrantes. N'est-ce pas monsieur Christopher Nolan? Mais je veux dire, cette obsession qu'a le film de tout nous expliquer alors qu'on s'en fiche complètement, c'est assez dingue. Surtout quand on n'est vraiment pas au niveau de complexité narrative, je veux dire de The Dark Knight en termes de dialogue. Je veux dire, je prends l'exemple un film, un très bon film de Christopher Nolan, parce que Christopher Nolan, ses films sont hyper verbeux. Ça parle sans arrêt. Donc ça s'explique parce que c'est des films qui se veulent dans une sorte de vraisemblance et qui ont constamment un désir d'approfondir intellectuellement le propos. Alors ça a des limites et des qualités, mais au moins c'est cohérent. Là, dans Suicide Squad, qu'est-ce que ça peut tchatcher pour rien? C'est incroyable. Et en plus, l'histoire principale qui est la plus développée est celle de Deadshot. C'est quand même fou, mais c'est vrai. Elle est cliché. Elle arrive même à faire passer Batman pour un méchant. Enfin, c'est complètement con. C'est assez impressionnant. Surtout que le Batman de Ben Affleck, je suis désolé, je vais en choquer plus d'un, mais je le trouve super bien. Et je suis vraiment déçu de le voir venir faire un caméo là-dedans pour limite qu'on traite mal son personnage, en fait, dans le sens mal le traiter narrativement. On pourrait le faire passer pour un méchant, ça me pose pas de problème. Et d'ailleurs, le Batman de Ben Affleck a cette partie d'ombre dans Batman vs Superman, donc pas de problème. Mais là, c'est juste qu'il est mal écrit, quoi. Et l'histoire d'Harley, je veux pas trop spoiler, mais c'est une histoire d'amour, quoi. Ouais, je sais, hein, ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film, ça doit vous choquer un petit peu, mais... je pense que la majorité d'entre vous avez vu le film, heureusement, mais... Ouais, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va adapter l'histoire de la Suicide Squad au cinéma, et ça va être un film sur l'amour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça très sympa, d'ailleurs. De toute façon, c'est rare que des films, des narrations générales ne traitent pas de la question de l'amour. Mais c'est plus très badass tout ça, non? C'était pas supposé être badass cette histoire au départ.
Donc on a une histoire d'assassin, dont le thème principal est l'amour, dans le couple, dans la famille, etc. C'est pas spécialement original, mais on va dire, on peut partir du principe que ça aurait pu l'être. Ça peut être même un point de vue assez badass, mine de rien. Parce que des personnages de psychopathes, de méchants, qui commencent à vivre une histoire, entre guillemets, d'amour sincère et forte, c'est hyper intéressant. Hein. J'ai en tête le film de Rob Zombie, ça va me revenir, The Devil's Reject, The Devil's Reject, parce que je l'ai mal dit, c'est l'histoire d'une bande de psychopathes, mais les rapports, qui font des choses horribles, mais entre eux, ils ont un rapport familial hyper sincère, qui est dérangeant dans ce film, évidemment, mais qui est complètement cohérent. Il n'y a absolument aucun moyen d'attaquer ce rapport dans le film. Ils sont frères et sœurs, tout ça, c'est une famille plus ou moins tordue, mais ils s'aiment vraiment, ils aiment vraiment être ensemble, et ils ont une super complicité. Et ça, c'est inattaquable. Je ferme la parenthèse. Mais ça, c'est un exemple vraiment qui met une claque, mais très violente à un film comme Suicide Squad. Ça me permet d'aller vers un sujet récurrent de notre époque, notamment des films de blockbusters et autres, c'est la grande différence entre les films et leurs bandes annonces. C'est un problème récurrent, hein, comme je le disais dans les blockbusters et le cinéma grand public. La bande annonce, elle est là pour vendre, donc elle va essayer de créer quelque chose qui donne envie aux gens d'acheter le ticket de cinéma, et puis ensuite, advienne que pourra. La plupart du temps, je pense que vous le savez, mais ce sont des sociétés à qui on envoie des rushs et qui réalisent en externe de la société de production et de l'équipe de tournage et de l'équipe créative du film une bande-annonce, des teasers et puis des bandes-annonces et ainsi de suite. Quand c'est des très gros films, c'est très surveillé. Parfois même le réalisateur ou l'équipe créative a un petit regard dessus, voire même le contrôle plus ou moins. Mais la plupart du temps, c'est des boîtes externes auxquelles on fait confiance et on refait confiance à chaque fois de manière automatique, parce que tout simplement, elles réussissent leur coup. C'est-à-dire que les bandes annonces donnent envie aux gens d'aller acheter les billets. Nonobstant la qualité du film, ce qui fait que au moins la première semaine ou les quelques premiers jours maintenant, puisqu'avec Internet ça va beaucoup plus vite, il y a eu un maximum de gens qui sont allés voir un film parce que la bande-annonce, le teaser, et les différents teasers et les bandes-annonces ont fait monter la sauce comme il fallait, quoi. Et ça a donné envie aux gens d'aller voir le film. Et du coup, ils ont acheté les tickets, et une fois que le film a dans le cas où le film a une réputation catastrophique, ou plutôt qu'il est complètement naze et que c'est remarqué, sur Internet, ça se dit, et puis la fréquentation du film chute. Mais pas tant que ça, parce que les bandes annonces sont assez créées de hype, assez créées d'attente pour que les gens y aillent. C'est risqué comme principe, malgré tout, parce que évidemment, quand on ment trop dans une bande-annonce ou dans des teasers sur un film, notamment sur sa nature, et que la déception du public et la majorité du public et des gens qui attendaient vraiment ce film est grande, ils s'en souviennent pour les suites. Et dans le cas d'une série de films comme veut les faire DC Comics, c'est DC Universe Cinéma, c'est très préjudiciable. Marvel en a déjà mangé ses dents plusieurs fois sur plusieurs films, réussissant très difficilement à créer de la hype pour les films suivants. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais par exemple quand Ant-Man arrive, c'est un film qui est vraiment pas attendu, et il a fallu beaucoup que Edgar Wright, qui était le premier réalisateur et qui a quitté le projet en tournage, a dû beaucoup réécrire le projet pendant la production du film, déjà avant le film et pendant la production du film. À chaque fois qu'il se passait quelque chose sur un film Avengers, il y avait des tas d'éléments qui étaient remis en cause. Est-ce qu'il fallait un personnage en plus ou en moins? Est-ce que le film devait être plus long, plus court? Est-ce que ça devait être une vraie comédie ou est-ce qu'il devait être plus sombre? Il y avait beaucoup de choses qui étaient remises en cause sans arrêt. Ce qui est normal, hein, parce que quand on est sur des productions qui coûtent en moyenne 100 millions à entre 100 et 125 millions de dollars, on va dire, dans ces eaux-là, ce qui commence à être un bon budget de blockbuster, il y a de plus en plus de pression et de plus en plus de présence des différents exécutifs de la production pour que les sous qui ont été investis soient récupérés. C'est aussi bête que ça. Tout ça pour dire que, pour revenir sur la bande-annonce, les bandes-annonces ont donc un rôle très important et elles sont prises très au sérieux par les commerciaux qui veulent vendre le film dans les boîtes de production. De facto,
ça me permet de faire une parenthèse dans la parenthèse, il y a souvent des, comment dire, des plans, le plan de tournage du film est souvent pensé pour que des plans spectaculaires soient tournés dans les premiers temps, ou que certains effets spéciaux soient finis en premier, pour justement alimenter la bande-annonce, la hype, et que les gens commencent à vouloir y aller 1 an avant le film, 6 mois avant le film, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour vous donner une échelle d'idée à quel point c'est présent dans tout le processus de création du film, les bandes annonces et les teasers, quand les films coûtent aussi cher à être produits. Et dans le cas spécifique de Suicide Squad, il y a vraiment eu, je trouve, un mensonge sur la nature du film dès le premier teaser. Je me souviens, c'était un teaser avec une musique, c'était la chanson là, I made a joke, but the joke was on me, qui est une belle chanson, qui était chantée par une voix un peu diaphane comme ça, et qui est sur des plans très lents. On voyait Harley Quinn, on voyait Deadshot, tout ça dans des ralentis. Il y avait une sorte de majesté dans la bande-annonce. C'était plus, moi c'était quand même déjà une bande-annonce plus ou moins, mais ça montait déjà sur la nature du film. C'est-à-dire que ça lui donnait une sorte d'ampleur que le film n'atteint pas, mais surtout que on sent très bien qu'en cours de production ou à l'écriture, c'était clairement pas le ton du film. Il aurait fallu une bande-annonce, et là je suis obligé de refaire ma comparaison, du même type que les Gardiens de la Galaxie, qui était au moins franc du collier sur ce qu'il allait vendre. Dès les bandes-annonces, ça n'avait la fameuse musique des années 80, et notamment Hooked on a Feeling, qui est vraiment plus ou moins l'hymne du film, pendant au moins jusqu'à ce que le film sorte. Le style entre guillemets loser de l'équipe et le fait que ce soit des criminels était déjà frontal et présent. Ça faisait partie de l'identité du film. Et une autre qualité qu'avait la bande-annonce, c'est qu'elle dévoilait finalement, dans un premier temps, ce teaser dévoilait finalement peu de choses de ce que le film allait montrer. Un essentiel, mais peu. Après on n'accrochait pas au délire, mais au moins le film était franc sur ce qu'il allait être. Et ça n'avait pas été le cas de la bande-annonce du Suicide Squad, ce qui explique aussi, je pense vraiment beaucoup, le côté la vindicte qu'il y a eu contre ce film, que je comprends tout à fait, hein. Je trouve vraiment c'est un mauvais film, mais je pensais pas que c'est un film qui méritait qu'on lui tombe dessus comme ça, notamment parce que malgré tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, je ferme la parenthèse sur les bandes annonces, hein, je passe à autre chose. Malgré toutes les critiques que j'ai pu faire, c'était quand même très compliqué comme film. C'est très compliqué de faire une histoire autour de psychopathes pour qui on devrait avoir une certaine empathie. Comme je le disais au début, la majorité de l'équipe, c'est des assassins de sang-froid qui n'ont aucun regret par rapport à ça. C'est un pari difficile. Comment on fait quand on a des assassins sans morale qui n'ont aucun remords? Dans le film, ils tuent essentiellement des mutants et ainsi de suite, on voit ça, mais on comprend dans l'introduction, tout est dit assez frontalement, que ce sont des assassins. C'est des personnages en fait qui doivent faire peur, mais qui doivent être cool en même temps. Or dans le film, il y a vraiment un problème entre leur nature, qui est présenté au début du film, mais qu'on voit pas dans le film, c'est ça qui est paradoxal. C'est des assassins, ils tuent des gens, et à un moment on voit qu'ils leur croquer la gorge de quelqu'un, bon il n'y a pas de sang et tout ça, c'est un film qui veut rester grand public. Je crois que je serais pas surpris qu'aux États-Unis il soit PG-13, c'est-à-dire qu'il soit qu'il faille avoir quand si on a moins de 3 ans, il faut être moins de 13 ans aux États-Unis, il faut être accompagné d'un adulte pour le voir. Je serais pas surpris, mais au final c'est un film assez soft, il n'y a pas tant de gore que ça, je crois qu'il y a très peu de sang, je crois qu'il n'y en a même pas. J'ai pas de souvenir qu'il y en ait à l'écran. Il y a vraiment un problème d'identité parce que ce sont des criminels qui savent qu'ils doivent être en prison. Mais ils sont cool. Ça, ok, il n'y a pas de problème là-dessus, on peut éventuellement délirer là-dessus. Mais rien dans leur attitude concernant le plot principal du film ne montre à quel point c'est des psychopathes. Au final, ils suivent un peu... Il y a une sorte de menace qui leur plane au-dessus de la tête. Encore une fois, je ne veux pas spoiler, mais du coup, ils sont bien gentils, quoi. Et c'est juste pas suffisant pour les caractériser en tant que psychopathes et faire en sorte qu'on soit proche d'eux. Il y a un truc et un endroit où le film a dit dès le début, où on sent dans l'écriture du film, à un moment donné, ils se sont dit on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à faire passer des psychopathes et des tarés pour des gens, des tarés criminels, qui ont du plaisir à buter des gens pour des mecs cool. On n'y arrivera pas. Ou au moins pour des gens pour qui on peut avoir de l'empathie. Mais pour moi, c'est l'aveu d'échec de ce film, puisque de toute façon, c'était sa nature. Et en plus, si encore, il y a des gens qui
on se dit, ok, c'est des gentils, mais ils sont cool, ils ont un côté un peu fucked up, mais ils sont cool, et ça donne un côté cool au film. Alors il faut être un peu dans la même nature, encore une fois, que les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du côté coolitude, et ne pas se prendre au sérieux du début à la fin. Or, Suicide Squad se prend grave au sérieux dans sa partie finale. Je vais comparer les climax, sans spoiler, mais dans les Gardiens de la Galaxie, dans la dernière partie, la partie climax du film est résolue par une sorte de, entre guillemets, blague. Le film est résolu par ça. Il emporte l'adhésion parce qu'il est cohérent, au moins. On peut ne pas aimer le film, mais on peut pas nier qu'il a une boucle qui forme j'ai envie de dire, c'est pas un discours parce qu'on s'en fout, mais une ligne émotionnelle dont les éléments plastiques sont cohérents et reviennent de manière logique. C'est pas le cas du tout dans Suicide Squad, parce que on a des blagues dans la conclusion dans la conclusion du film, mais pas dans la conclusion de la narration ou des enjeux de l'histoire. Les blagues arrivent après. C'est vraiment le signe d'une histoire qui voulait être épique et sérieuse. Il n'y a plus de vannes à partir du moment où ils sont dans la résolution du gros problème qu'ils ont à régler. Ça blague plus. Ce qui est le cas dans les Gardiens de la Galaxie. Et c'est important, hein. Ça a l'air tout bête. Je sais qu'il y a des gens qui ont quand même critiqué ce que je suis en train de sous-entendre de la fin des Gardiens de la Galaxie. Et je peux le comprendre parce que c'est très gros comme ficelle. Moi, ça m'a beaucoup plu. La première fois que j'ai vu ça au cinéma, j'étais extrêmement surpris. Et j'ai rigolé. Ça faisait longtemps qu'un film grand public m'avait pas fait cet effet-là. On m'avait pas surpris en me faisant rire et en m'ayant eu, tout simplement. Je m'y attendais pas. Mais il y a des gens qui n'ont pas adhéré du tout, qui ont trouvé ça grossier, qui ont trouvé que ça enlevait de l'ampleur à la fin du film et tout ça. Ce que je peux comprendre, mais c'est cohérent dans ce film-là. On peut dire, ok, on n'aime pas ça, nonobstant, ça fonctionne parce que c'était pas le discours, mais le processus de ce film menait à ça, menait à ce type de retournement. Tandis que dans Suicide Squad, on veut que les personnages soient cool, on veut que les personnages soient psychopathes, mais dans la dernière partie, ils ont plus rien de cool, les psychopathes. C'est juste des héros qui se confrontent à quelque chose, tous ensemble. Et ça enlève encore une dimension d'implication ou de... Ouais, on peut pas s'impliquer dans des personnages qui changent tout de nature, de tout au tout comme ça, sans arrêt. C'est simple, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que dans les Gardiens de la Galaxie, l'équipe, elle a une histoire vraisemblable émotionnellement. C'est des extraterrestres, c'est de la science-fiction, il y a tout ce qu'on veut, mais leur ligne émotionnelle, elle est cohérente et elle est sous-tendue par des retours visuels, sonores et narratifs. Entre autres, il y a aussi des effets... si on va un peu plus loin, il y a aussi des effets de caméra, des effets de plan qui sont des répétitions. C'est logique dans un film qui est bien écrit. Tandis que tout ça dans Suicide Squad, c'est remplacé par des clichés visuels, des clips musicaux, une surabondance musicale et des persos qui sont finalement unidimensionnels. Donc, on se retrouve au final avec un film très creux et qui, et je suis obligé de le dire, est passé à côté d'un gros truc. Maintenant, j'aimerais bien faire une partie rapido sur David Ayer, parce que beaucoup de gens sont tombés sur la gueule de ce réalisateur-là, il s'en est pris plein la bouche. D'un côté, je trouve ça logique, parce que j'ai pu voir un peu ce qu'il a tweeté, les réponses qu'il a données aux fans, je trouvais que ça... Il y avait un côté un peu pédant et un petit peu prétentieux dans la réponse, donc c'était un peu limite de réponse qu'il a répondu. Moi, je trouve qu'il aurait largement pu... se dépêtrer des questions qu'on lui posait en étant un peu sincère sur la création du film. Pas forcément en disant la production m'a fait chier si c'est le cas, hein, parce qu'évidemment il a envie d'en faire d'autres, et ça il n'y a pas de problème, ce que je peux comprendre, il a une carrière à mener et tout ça, c'est compréhensible. Même si bien sûr j'aurais préféré qu'il ait une certaine intégrité à cet endroit-là, mais bon, on parle de très grosses sommes d'argent, donc je vais pas non plus faire mon cake par rapport à ça. Mais je veux dire, je peux le comprendre en tout cas, même si j'y adhère pas. Mais je veux dire, malgré ça, c'est un bon réalisateur. J'ai pas vu beaucoup de films de lui, donc ce que je suis en train de dire est un peu fort de café. Mais rien que parce qu'il a réalisé Fury, je pense que c'est un mec qui mérite du respect. Fury, c'est le film qu'il a fait juste avant. C'est un film de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui tourne autour des membres de l'équipage d'un tank américain, avec notamment Brad Pitt, Shia LaBeouf et d'autres, l'acteur qui jouait Percy Jackson, je sais plus du tout son
Bon bref, bah, ils sont tous très bons, hein, dedans, ils sont vraiment tous très bons. L'équipage est très très bon, il y a le mec qui joue Shane aussi dans... Non, mieux, qui joue en fait maintenant le nouveau Punisher dans la série Daredevil, que je vous conseille de voir d'ailleurs, rien que pour le Punisher, parce que putain, c'est très très bon ce Punisher-là, c'est peut-être la meilleure adaptation du Punisher qu'on ait vu, tout médium audiovisuel confondu, je pense. Mais tout ça pour dire, l'équipage est très très bon, l'histoire est vraiment bien concentrée et bien écrite, et on a le droit à un moment donné à une scène de bataille de tank, j'avais jamais vu ça. C'est juste excellent. C'est juste excellent. Voilà, je développe pas plus que ça, mais c'est un film qui est bien écrit, c'est un film qui va au bout de son propos. C'est pas un chef-d'œuvre absolu parce qu'il révolutionne rien sur le film de guerre. Ce qu'il dit est pas extrêmement nouveau. Par contre, le fait d'avoir choisi un équipage de tank et d'aller d'un bout à l'autre, il le fait très très bien. Il y a d'autres films beaucoup plus anciens qui le faisaient bien, comme un vieux film des années 90 qui s'appelait La Bête de guerre. Très très bien aussi avec un équipage russe. Je retrouve ce film à l'occasion, que je le revois, je vous en parlerai peut-être. Parce que j'en ai un très bon souvenir. Film très très sympa. Et là, il y a déjà eu des films comme ça. Mais celui-là, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et je trouve qu'il est vraiment très bien, Fury. C'est un très bon film. David Ayer est un mec qui a du talent. Et je pense qu'il est capable de faire de très bons films. Et des films de groupe de personnes. Seulement, voilà, sur Suicide Squad, il y a eu de vrais couacs. Dans la création du film, dans l'écriture. Et je pense aussi... puisque David Ayer, d'après ce que j'ai regardé dans sa filmographie, a fait essentiellement des films, on va dire, un petit peu de gangs. Ça se passe souvent dans des villes, dans des quartiers chauds, genre à South Central aux États-Unis. C'est toujours des histoires de flics qui sont tentés par la corruption ou des choses comme ça. J'ai pas tout vu. Il paraît que End of Watch, c'est très bien, mais je l'ai pas encore vu avec Jake Gyllenhaal. Bon bref, c'est toujours un peu le même contexte. Et puis d'un seul coup, il a fait donc Fury, qui est un film avec un beaucoup plus gros budget, avec Brad Pitt, donc sous-entendu avec une pression plus lourde en termes de créative et ainsi de suite, parce que voilà, Brad Pitt est un acteur bankable, même s'il est il est devenu moins que certains autres et qu'il se fait plus rare au cinéma, il ponctue plus ses arrivées au cinéma de manière beaucoup plus ponctuelle. Enfin, il apparaît au cinéma de manière beaucoup plus ponctuelle, j'arrive plus à parler, c'est fini là. Mais je veux dire, grosso modo, c'était déjà un film avec une certaine pression, et puis il y avait un gros budget, parce que la reconstitution de la Seconde Guerre mondiale est très très bonne. On est en France, enfin on y croit, donc c'est vraiment très réussi de bout en bout. Un excellent travail de vraisemblance qui avait été fait sur ce film. Et donc il était un peu passé comme ça j'ai envie de dire, de série B qui se passait essentiellement aux États-Unis, dans des quartiers, donc toujours un peu avec les mêmes moyens techniques, à un cinéma un tout petit peu plus ambitieux, et pas ambitieux, mais un cinéma un tout petit peu plus coûteux, donc avec des pressions de production et de financement plus lourdes. Alors là, je me souviens vraiment de sa filmographie de tête, hein. Si je me trompe, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je connais pas assez son cinéma, hein. Peut-être que ses premiers films c'est de la merde et que vous allez me dire en fait il n'y a que Fury qui est bon là-dedans. Mais je pense pas, ça a l'air d'être, puisque j'avais lu des critiques assez élogieuses de ses films précédents, donc il faudrait juste que je les voie. Pour me conforter, je pense. Quoi qu'il en soit, il faut que je les voie avant d'en parler trop. Mais en tout cas, Fury, c'était vachement bien. Et c'était un film à gros budget. Et là, donc, il arrive sur Suicide Squad, qui est non seulement un film à gros budget, mais pas seulement.